Dessèchement planétaire, 8C, dans les gorges du Tarn. Libéré par Chris Sharma en 2012 avec un magnifique jeté à la fin iconique. Il n'y a pas moyen que je quitte cette terre sans avoir fait cette voix. C'est la voix parfaite. C'est la voix parfaite. J'avais fait un trip avec Robin, Raboutou, Brooke et Sean. J'ai envoyé le jeté dans un run. Des fois, tu sais que tu vas faire le move avant de le faire. Et là, ça m'est arrivé. Et en fait, je l'ai pas fait. Genre, j'ai limite amorcé le cri de joie, tu vois. J'ai gueulé. Je suis pas fier. Ça te rendait fou. Pas loin. Hello l'équipe, nouvel épisode de Voix de légende avec Lucien Martinez. Salut Tommy. Lucien, comment vas-tu? Ça va parfaitement bien. Tu reviens d'une petite séance d'escalade dehors avec Kiton et Caroline. Exactement, où on s'est escrimé dans un 7B+, de Manu Marquez. Et il nous a donné du fil à retordre. Ce qui, pour un blog de Manu, est pas étonnant. Vous avez pas fait de l'endurance fondamentale? Non, on n'a pas fait d'endurance fondamentale. Est-ce que tu veux présenter Ce concept. Alors, en gros... Tu savais pas qu'il y avait un bombier, hein. Tu m'avais pas prévenu qu'on allait parler de ça. En gros, je me suis mis à faire des footings depuis quelques mois, de la course à pied, et du coup je me suis un peu intéressé, à ce que font les coureurs. Et il y a au lieu de dire footing, en gros, au moins certains, ils disent endurance fondamentale. Je trouve ça assez drôle. Et ils ont aussi une sorte de théorie de l'entraînement qui s'appelle le 80-20, et où même pour des efforts à intensité assez élevée, genre des efforts de 5 km ou de 10 km, enfin, où ça va quand même vite, et ben ils font la plupart de leur entraînement avec une bien moins haute intensité que la vitesse à laquelle ils vont le jour de la course. Et parce que ce qu'ils disent, c'est que ça produit les bonnes adaptations physiologiques avec moins de risques de blessure. Et moi, un problème que j'ai beaucoup eu en m'entraînant la résie et le volume, qui est la qualité que j'entraîne principalement pour essayer de faire des voies dures en falaise, c'est l'endurance, la résie, le volume. Et j'ai ce problème-là, c'est que quand, au moment où l'entraînement fait effet, et en m'entraînant à haute intensité, je me blesse les doigts. Et je me suis dit qu'avec ce truc d'endurance fondamentale appliqué à l'escalade, j'avais peut-être une chance de pouvoir m'entraîner tout pareil, la résie, m'exploser les bras, sans me blesser les doigts. Alors je dis endurance fondamentale, il n'y a aucune base scientifique de quoi que ce soit, c'est juste parce que je trouve le nom marrant. Mais ce que je fais, c'est que je me trouve un endroit, par exemple, il y a des longues traves sur des platières à Fontainebleau en dévers sur des strates, ou alors je vais à la salle blocage où je m'entraîne, la petite salle associative où c'est que des dévers partout, et je mets un chrono de 1 heure, et je grimpe pendant 1 heure sans descendre du mur. Et l'intensité, elle est pas très haute, t'es sur des bacs en dévers, en gros, sur des bonnes, mais t'as pas droit de te reposer. Enfin, dans le jeu, l'exo que je fais, t'as pas droit de te reposer. T'es toujours obligé, même si tu délayes, d'avancer d'un mouvement. Et donc t'es en mouvement dans du dévers pendant 1 heure. Et même si c'est des bonnes prises, à la fin, t'es à deux doigts de lâcher les bacs, quoi. Voir si t'es pas déjà pas entraîné, tu lâches des bacs. Et c'est vachement là, voilà, donc pour contextualiser ça, j'expérimente ça en ce moment, je le fais peut-être 4 fois par semaine, avec pour objectif que ça paye dans les voies de 50 mètres du Pic Saint-Loup ou comme ça, et de pouvoir me refaire au moindre repos, de pouvoir recharger les batteries, d'avoir toujours du gaz pour serrer, quel que soit ce que tu as fait avant et tout ça, quoi. Donc voilà, j'expérimente ça, des 1 heure non-stop. En plus, c'est efficace, tu vois, si t'as un peu de boulot, si t'as des trucs à faire et tout ça, une séance d'escalade où t'en as pour ton argent en 1 heure, ça existe quasiment pas, en fait.
parce qu'en 1 heure, tu t'échauffes à peine. Ouais, c'est un réchauffement en général. C'est ça, alors que là, tu lances ton chrono, tu as 1 heure devant toi, en 1 heure, tu te fais ton compte, quoi. Tu fais, tac, au début, tu es dans les parties un peu les moins dévers, tu fais une sorte d'échauffement sur le mur où tu brasses un peu, et après, tu t'aventures dans les parties un peu plus dévers de la salle, même dans les plafonds, tu détaques, tu reviens, quand tu sens que tu vas complètement craquer, tu reviens un peu dans les parties les moins dévers, et tout ça. Enfin, voilà. Voilà pour l'endurance fondamentale. Retrouvez la formation d'entraînement de Lucien dans les commentaires, dans la description. Je sais pas si je le conseille. J'assume pas trop là pour l'instant. On verra si dans quelques semaines j'ai fait un 9B, je vendrai la méthode. Mais La méthode de voix de légende. ouais. En plus, le pire c'est que là, au moins, j'ai des magnifiques sensations d'explosion avant-bras sans que mes poulies risquent de prendre cher. Donc ça, c'est très bien. Et par contre, ça me fait un peu mal au coude. Donc faut que je fasse gaffe à ça. Il y a peut-être des trucs à ajuster. Parce que du coup, t'es tout le temps bras carrés sur des bacs pendant 1 heure et voilà. Bon, à la base, on devait s'intéresser à Dessèchement planétaire, 8C, dans les gorges du Tarn, libéré par Chris Sharma en 2012 lors du Petzl Rock Tour. Rock Trip. Rock Trip. Avec un magnifique jeté à la fin iconique. Raconte-nous. Comment... Cette voix, je suis sûr que y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui en auront entendu parler, quand même. Et bah t'as parfaitement planté le décor. Alors les gorges du Tarn, c'est connu pour être un site, ou c'est plutôt un ensemble de sites, parce qu'il y a pas mal de falaises en fait qui s'étalent sur quelques kilomètres de gorge. C'est de la dolomie, donc c'est du caillou qui fait des grands murs lisses, ou d'apparence assez lisses. Et ils sont grimpables parce que c'est pas mal troué. C'est pas un gruyère, mais il y a beaucoup d'alvéoles, il y a beaucoup de bidois, de trous et tout ça. Et donc ça a cette particularité de présenter des grands murs hyper impressionnants, où tu te dis c'est impossible en regardant du bas, et en fait c'est quand même prévu. Avec là, il y a des parois de plus de 100 mètres dans les gorges du Tarn. Et donc, il y a en rive, que je disais pas d'ânerie, donc sur les quelques kilomètres où il y a des falaises équipées, elles sont toutes du même côté des gorges. Elles sont toutes en rive droite, si je dis pas d'ânerie. Et la rive gauche, elle est laissée pour les oiseaux, tout ça. Donc il y a des falaises tout aussi belles en rive gauche, enfin de l'autre côté. Mais interdit d'y grimper. Et il est interdit d'y grimper. Et elles sont toutes du même côté et assez concentrées. Et c'est connu pour ce qu'on appelle, et on en reparlera, j'en suis sûr, dans les voies de légende, ce qu'on appelle des voies abus. C'est-à-dire des voies de une longueur, mais qui font plus de 50 mètres. Qui font 50, 60, 70 mètres, voire 80, voire 100 mètres. Des belles cordes, hein. Il faut des belles cordes. Et donc c'est pas mal connu pour ces voies très longues. Enfin, c'est des envolées, c'est des vrais voyages. Mais pour des voies d'une longueur, c'est vraiment caractéristique. Et Dessèchement planétaire ne fait pas partie de ces voies abus. C'est une voie beaucoup plus courte, comme il y en a aussi. Donc il y a tous ces grands murs, et il y a aussi des champignons. Il y a beaucoup de falaises qui ressemblent à des mini-champignons dans les gorges du Tarn, avec des voies beaucoup plus courtes, beaucoup plus teigneuses, très blocs, qui font le bonheur des gens qui aiment les bidois et qui sont des gens qui aiment la falaise, mais qui n'ont pas trop d'endurance. Donc c'est à la fois le paradis de ceux qui aiment les voies hyper longues, et à la fois le paradis de ceux qui aiment les voies hyper courtes. Okay. Ouais. Et Dessèchement planétaire, elle fait plutôt partie de cette deuxième catégorie. Elle est dans une falaise un peu, c'est pas un champignon, mais c'est un dévers un peu pas très très haut, quoi. Et donc c'est plutôt une voie teigneuse, où tu commences. Alors c'est le site s'appelle l'Oasif, avec un F, Oasif avec un F, parce qu'il y a un oasis au pied du secteur. Et Dessèchement planétaire,
elle commence juste sur le bord de l'oasis, et elle, enfin l'oasis, une mare, hein, autrement dit une mare, hein, on l'appelle comme on veut. Moi j'ai envie de l'appeler un oasis. Ouais, et donc tu pars juste sur le bord et tu traverses sur des grosses alvéoles super belles, tu traverses, enfin tu passes au-dessus de l'oasis, tu traverses, et après tu montes dans le pentu dans un dévers très très déversant, à peu près à 60-70 de dévers. Et donc tu pars après les alvéoles, tu es dans un panneau à trous, et tu es là, tu fais des gros blocages sur des trous un puis l'autre, et à la fin, tu arrives sur un trou un peu de la taille d'une arquée, mais tu peux pas trop le planter, parce que tu peux pas, vu que c'est un trou, c'est un peu un trou que tu as en semi-arqué, et à, je sais pas, 1,50 m, tout là-haut, tu as un énorme bac, et il faut jeter et tout envoyer dans le bac. En fait, c'est parfait. C'est juste le bon move qu'il faut au bon endroit. Et la voie est naturelle, je précise. Votre Coupe du Monde se termine par un énorme jeté. Exactement. C'est trop, quoi. Ils sont inspirés de ça. Ouais. Et donc voilà, donc un chef-d'œuvre, quelque part. Voilà pour le profil de cette voie. Petite pause pendant notre discussion. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous êtes plus de 80% à regarder chaque épisode du Blogcast, mais à ne pas être abonné. Et vous pouvez évidemment aussi liker, commenter. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles. Et nous, on se retrouve pour la suite de la discussion. Est-ce que tu peux revenir sur la libération par Chris Sharma en 2012? Oui, absolument. En fait, je suis obligé, Tommy, tu m'excuses. Je vais devoir tirer le fil. J'ai cru que t'allais te lever, t'allais partir. Non, j'allais pas partir. Je vais devoir dérouler la bobine d'un peu plus loin. Parce que pour parler de la libération, il faut parler de ce qui s'est passé avant. Il faut savoir que c'était un projet qui existait, qui était connu depuis longtemps dans les gorges du Tarn. Enfin, depuis longtemps, depuis quelques années auparavant, du moins 5-6 ans, je ne sais pas exactement. Mais il était fermé. L'équipeur, un local, Géraud Fanguin, il avait équipé, et je pense qu'il avait pris conscience, au moment d'équiper, il avait vu ce chef-d'œuvre, et je pense qu'il avait compris qu'il venait d'équiper une des plus belles voies du monde. Donc, c'était la première ascension, c'était un truc... Enfin, je ne veux pas parler à sa place, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que il avait... la voie, lui, il l'essayait, parce qu'il avait envie de la faire. Donc, quand je dis elle était fermée, c'est qu'il y a un truc éthique, une règle éthique dans l'escalade, où quand quelqu'un équipe une voie, éthiquement, il a le droit de se garder la fin. Historiquement, c'était un truc qui se faisait énormément dans les années 90 et 2000, pas mal aussi encore. Maintenant, ça se fait beaucoup moins, mais ça se faisait que t'équipais une voie, et la première ascension t'était réservée quand tu l'avais équipée. C'était comme ça. Et c'était l'équipeur qui donnait le feu vert aux gens pour qu'ils viennent essayer s'il estimait qu'il n'y arrivait plus ou que c'était trop dur. Ou voilà, et il disait, toi tu peux essayer, toi tu peux essayer, toi tu peux pas. Voilà. Donc c'est un peu resté. Et Géraud, il avait fermé le projet, et il essayait lui. Et quelques potes à lui, il essayait un peu aussi, ou quoi, mais c'était pas un truc... voilà. Et au moment du Petzl Rock Trip 2012, du Rock Trip 2012, où là, il y avait tout le Star System qui venait et tout ça, il a ouvert le projet, il a dit c'est bon, et alors qu'il était pas loin de la faire. Plus tard, là, il l'a fait plus tard. La voie avait pas été enchaînée, lui était pas loin de la faire, un autre de ses potes, Jérémy Tonneau, était pas loin de la faire, enfin, c'était pas du tout mort. Et je peux raconter après pourquoi aussi, je sais de source sûre qu'il était pas loin de la faire. Et en fait, il a dit, bon là, c'est la voie parfaite, c'est peut-être d'ailleurs ça a été le dernier, ils sont jamais revenus, le rock trip, dans les gorges du Tarn, autour de Millau et tout ça. Il y avait Chris Sharma qui venait, c'était une voie, elle est complètement charmesque cette voie,
avec genre grosse hérésie et une fin dans un jeté et tout ça. Et il a ouvert le projet pour l'événement. Et Sharma est arrivé, et il a pété la voix. Peut-être pas à la séance ou en 3 montées, quoi. Genre, il a mis une montée de calage, il a raté un run et puis il a enchaîné, ou il a raté 2 runs, il a enchaîné. Enfin, il l'a fait rapidement. Voilà, après, c'est Sharma et ça n'est guère qu'un 8C. 8C, attention. Hein. Gros 8C. Mais... Donc voilà pour la première ascension. D'ailleurs, la vidéo, je la recommande, elle est bien. La vidéo où Sharma fait la voix. J'ai des souvenirs de cette vidéo. Avec, il y a Dave Graham, Danny qui essaye, tu les vois, ils galèrent et tout dans le jeté. Et puis après, il y a Dave Graham qui se moque un peu de Sharma. Je sais pas si tu t'en souviens, il est là, il dit ouais, Sharma il a dit je suis fatigué, tout ça, mais je sais pas, je sors de l'avion. Attention, hein, It's Chris Sharma, c'est super drôle. Even if he says like, yeah, I'm tired, I don't feel good, you're like, attention, hein, it's Chris Sharma. Donc voilà pour la première ascension. C'était un peu écrit, quoi. Pour une voix comme ça, il fallait que ce soit Sharma, quelque part. Et donc, plus tard, Sharma fait la première, et après, depuis, il y a évidemment une voix comme ça, il y a eu beaucoup de répétitions. Et dont les 2 grimpeurs locaux, donc Géraud, l'équipeur, et Jérémy Tonneau, qui avaient été passés tous les 2 hyper proches de faire la première, ils l'ont fait plus tard. Jérémy, j'ai un doute. Je crois qu'il l'a fait. En tout cas, c'est beau pour l'histoire que Géraud, finalement, après avoir ouvert la voie pour l'événement Petzel, l'enchaîne quand même après et tout. C'est stylé. Et c'est beau parce que, alors, pour l'anecdote, je pense que, alors je veux pas dire, moi j'ai dû voir la voie pour la première fois, peut-être 4 ans avant, 3-4 ans avant, 2012. Ouais, dans ces eaux-là, j'étais ado, j'étais au lycée, j'étais peut-être en seconde peut-être en seconde, je sais plus exactement. Et on avait fait un trip dans les gorges du Tarn avec, j'avais fait un trip avec Robin Raboutou, Brooke et Sean. Où, en gros, pour refaire le contexte, moi je suis de Montauban et je grimpais tout le temps à Saint-Antonin-Nobleval. Et j'avais tendance à pas mal gratter l'amitié avec des gens pour grimper avec eux à Saint-Antonin. Et il se trouve que la famille Raboutou, qu'on ne présente plus, avait une maison à Saint-Antonin où ils passaient 3 mois chaque été. Et donc j'étais assez souvent fourré avec eux, même chez eux, parce que eux, ils zonaient là-bas tout l'été, ils grimpaient, et moi je cherchais des gens pour grimper, et voilà, et donc je grimpais tout le temps avec eux. Et souvent, bon, ils restaient pas tout l'été, et ils allaient se faire une petite escapade d'une semaine ou 10 jours dans les gorges du Tarn. Et Robin, souvent, elle me proposait de m'embarquer en vacances avec eux pour l'escapade. Et donc, une fois, on était dans les gorges du Tarn. D'ailleurs, c'était génial. Hein. C'était les débuts de Sean et Brooke, ils étaient plus jeunes que moi. Donc Sean, il devait avoir 12 ans, Brooke, elle devait avoir 8-9 ans. Et ils faisaient leur première perf en falaise. Donc on allait au camping, et on découvrait les secteurs des gorges du Tarn, tout ça. Et ils étaient déjà forts, hein. D'ailleurs, Sean et Brooke. Je me souviens, Brooke, elle avait fait un 7C+, ce coup-là, où elle avait hyper peur, donc elle avait un peu des rallonges, tout ça. Enfin, c'était ses premières voies en tête. Et il grimpait presque qu'en moulinette, et là, c'était une des premières voies en tête qu'elle avait jamais fait, Brooke, ce 7C+. Octopus, d'ailleurs, à Gulich. Et Sean, il avait fait son premier 8A à vue. Je sais plus la voie exactement, c'était sur un secteur. Et je me rappelle d'une scène surréaliste où il y avait Robin qui envoyait la perf de Sean aux médias, qui devait avoir 12 ans, il avait fait un 8A à vue à 12 ans, c'était quand même tout à fait exceptionnel à l'époque. Et elle voulait envoyer, donc elle voulait envoyer aux sponsors et aux médias qu'il avait fait un 8A à vue.
Et Sean, il disait ouais non ça vaut pas 8A tout ça, donc il s'embrouillait avec sa mère pour que sa mère elle envoie pas que ce soit 8A, parce qu'il disait mais non ça vaut 7C+, ça vaut pas 8A. Et je me souviens, Robin, elle voulait, enfin vraiment elle disait mais attends Sean, c'est une voix c'est- elle disait attends Sean, c'est une voix, personne ne l'a décoté, c'est 8A sur le topo, sur 8A nul, les gens ils disaient 8A, non, tu vas pas décoter la voix comme ça, tout ça. Et, et, et finalement, elle avait écrit, dans le mail qu'elle avait envoyé au sponsor et tout, elle avait écrit, entre parenthèses, mais il n'est pas sûr que ça vaille 8A. Je me souviens de la scène, c'était hilarant. On était au camping, là, elle était là sur l'ordi à avoir un débat avec son fils de 12 ans qui était là, non maman, c'est pas 8A. Donc bref, c'était ce trip là, et on était allé à ce secteur, l'Oasif. Et c'est un secteur qui est caché, donc tu vois pas du tout la falaise de loin. Tu rentres et là tu vois la mare. Et tu vois la voie. Et c'est vraiment, la ligne, elle attire l'œil. En plus, il y avait les dégaines, et tu voyais la ligne sur ces grosses alvéoles et tout ça. Et ça n'a pas l'air si dur parce que ton regard, il est aspiré par les alvéoles et pas par la partie lisse qui est au-dessus. Et je me souviens, j'avais 14-15 ans. Hein. J'étais devant la voie. J'avais pas vu autour de moi. Je me mets devant et je fais Wouah, c'est quoi cette voix, tu vois? Et j'entends une grosse voix derrière depuis un rocher qui était la falaise elle est en pente, donc tu vois pas. Et il y avait 3 gars qui étaient assis sur un rocher comme ça, et j'entends une grosse voix qui dit c'est projet, c'est fermé comme ça. Et c'était Géraud. Et plus tard j'ai grimpé avec lui et tout ça. Je me suis dit putain ça va, je suis la merde. Et donc, ce jour-là, donc, il avait, et donc, il y avait un autre gars où je suis devenu, de qui je suis devenu pote aussi avec lui plus tard, qui habitait à Blot des années. C'était Tristan Salson, qui est un enfant du pays. Je sais pas s'il s'en rappelle, je sais pas s'il verra le podcast, mais ce jour-là, il était là. Il avait enchaîné un 8P. Il avait fait une croix d'ailleurs, une belle croix. Et donc, on avait vu Géraud taper des runs. C'est-à-dire, c'est le jour-là où t'as vu qu'il était proche de J'ai faire. vu qu'il était proche et je l'ai vu mettre des essais et avoir la main dans le bac final. Et il tombait, dans le jeté, il faut bien dynamiser parce que pour pas se prendre un retour sur la falaise, parce que tu pars très en arrière. Je me souviens, il mettait des runs, c'était super impressionnant. Il arrivait le dernier move, il envoyait, il avait la main qui était au bord du bac, il était ça a mordu comme ça. Il était tombé, il était à 1 mètre de l'eau. C'était et ouais, déjà grosse première impression avec la voix quoi. Mais ce n'est que une dizaine d'années après que j'ai enchaîné. Du coup, ouais, t'y es retourné quand? Ben, alors quand est-ce que j'ai commencé à y retourner? Putain, je saurais pas dire. Je pense que je devais être la première fois où j'y suis allé dans la voie. J'étais peut-être en école d'ingé, première année d'école d'ingé, un truc comme ça. Où j'avais première séance, j'avais passé la séance à essayer de le jeter. Il est vraiment dur hein, le jeter. Genre le move tout seul, il vaut au moins 7B sur un move, 7B bloc, au moins. Voire 7B+, et le bloc entier il vaut 7C. Ou si tu rajoutes la mise en place. Et j'avais passé la séance à essayer le jeter, et je l'avais fait une fois peut-être. Donc ça m'avait un peu donné de l'espoir. Et ensuite, je l'ai essayé très régulièrement. En fait, ma grand-mère, elle habite pas très très loin. Donc j'allais chez ma grand-mère et après, j'allais taper des runs. Plutôt en été, donc pas forcément quand il y avait les condis et tout ça. Mais j'ai mis un nombre de séances mais incalculable dans la voie. Ça a été vraiment pendant assez longtemps mon projet, un des projets qui m'animait le plus. Je voulais absolument, enfin c'était pour moi, c'est assez rare hein, que ça m'arrive.
d'essayer un truc et de me dire, il y a des trucs que j'ai très envie de faire, mais de me dire, il n'y a pas moyen que je quitte cette terre sans avoir fait cette voie. Et ben, je peux te dire que celle-là, je me suis dit, c'est trop bien, quoi. Ça te rendait fou. Pas loin. Ça me rendait pas fou, mais en tout cas, ça me l'a rarement fait de ne pas, enfin, que ce soit à ce point inenvisageable pour moi de pas faire une voie. Même des trucs très durs, même des trucs, tu vois, des voies plus dures ou qui m'ont rendu plus heureux de les faire ou des choses comme ça. Tu vois, je me suis toujours dit, bon, bah, t'essayes et si tu la fais pas, c'est pas grave, celle-là. Parce que c'était beau, c'était une king Ouais, line. je sais pas, c'est la voie parfaite. C'est la voie parfaite. Elle est à échelle humaine, les moves sont cool, ce jump à la fin, il est hyper jouissif parce que le back, il est vraiment très 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 back et la main de départ du jeté, elle est pas très bonne. Donc tu la gardes presque jusqu'au but, après tu la perds quoi. Et t'es sur le back. Puis je sais pas, l'endroit, le fait que ce soit dans les gorges du Tarn et tout, ça m'animait. Et tu dis qu'elle me rendait fou. Une fois, j'étais pas loin, ça faisait plein de runs que je tombais au jeté et tout. Et j'ai envoyé le jeté dans un run. Et des fois, tu sais que tu vas faire le move avant de le faire. Et là, ça m'est arrivé. Je me suis dit, c'est bon, j'ai envoyé et tout. Je savais que j'allais faire le move. Et en fait, je l'ai pas fait. Genre, j'ai limite amorcé le cri de joie, tu vois. Et je sais pas ce qui a bugué. Je l'ai pas fait. Et avec tous les efforts que j'avais mis, je pensais que c'était la bonne et tout ça. J'ai gueulé. Je suis pas fier. Hein. Franchement, je suis pas fier. Mais j'ai jamais gueulé aussi fort, je crois, rien que de ma vie. Et c'était, enfin, voilà, c'est pas bien, mais en même temps, quand tu tombes, tu gueules pour faire des trucs pas bien aussi. Mais voilà. Et véridique, je descends et après, voilà, je me calme, je descends, je prends mon téléphone et là, j'ai un texto de Mélanie Canac, précisément, qui est une mi-avoise, qui est maintenant une vidéaste Mélanie Nac sur le réseau, il me semble. C'est ça, photographe et vidéaste, qui a fait un film qui est en train de sortir, là, enfin qui est en tournée sur Alibaba, donc avec Solène Amoros et Cathy Chong dans Alibaba. Bref, Mélanie Canac, qui m'envoie un message, elle me dit, Lucien, elle savait pas que j'étais là, Lucien, tu serais pas dans les gorges du Tarn? Et je dis, si, t'y es et tout. Elle me dit, on est à tel secteur, j'ai l'impression qu'on t'a entendu crier. Mais genre, elle était, mais hyper loin. Genre un secteur peut-être à 1 kilomètre. T'as vraiment hurlé, quoi. J'ai vraiment hurlé. Il gueule fort. Ouais, j'étais super mal. À la fois, je trouvais ça drôle. Elle m'envoie une texte, dit, je me demande si t'as pas entendu crier, Lucien. T'as fait une croix ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. Non, je l'ai pas fait, justement. Non, je l'ai pas fait. Donc, ouais. Et quand je l'ai réussi, ça n'a pas été si fou parce que je suis parti à Paris, j'ai déménagé à Paris et je me suis tapé une déterre pour m'entraîner vraiment comme un porc. Donc j'ai fait beaucoup de salles. J'étais en stage en fait, je suis resté 6 mois en stage à Paris. Et pendant ce stage-là, j'ai eu une autre amie, Marion, qui venait de passer son DE et elle m'a entraîné. On s'était fait un petit truc où elle me faisait des planifs et moi je suivais ses planifs à la lettre et tout ça. Et à la fin du cycle d'entraînement de 6 mois, quoi, et ben on s'était dit, elle est de Millau aussi. Et on s'était fait un trip grimpe tous les deux de 3 jours pour je sais pas, pour débriefer tout ça et voilà, et voir les effets de l'entraînement et tout. Et je sais pas, ça avait vraiment bien marché. Ta rando.
Et ouais, et ça collait assez bien. J'étais en méga canne. Et j'ai fait une montée. Ça faisait des mois et des mois que je n'étais pas allé dans la voie. J'ai fait une montée. Je l'ai fait l'essai d'après avec quand même, en plus avec marge. J'aurais jamais cru que je pourrais marger cette voie un jour. Parce que dans ce style-là, où il n'y a pas de gestion, c'est un sprint la voie. Donc en réalité, c'est de la force. Les gens qui randonnent cette voie, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de force, ce qui n'est pas mon cas. Il n'y a pas de gestion. Et c'est pas très loin de mon niveau max dans ce style. C'est pour ça que j'ai autant galéré à la faire. Et j'aurais pas cru... je pense que c'est l'époque où j'ai fait mon premier 9A aussi. Et j'ai rarement été aussi en forme qu'à ce moment-là, quoi. Franchement, ouais. Donc pas de top 5 jouissance le clipage. Non, mais bonne satisfaction, quoi. Ok, je suis en canne. Mais j'en ai pas rêvé de la faire, cette voie. C'est juste que c'était une voie que je voulais faire, quoi, parce que ça me plaisait de grimper dedans. Je sais pas, je voulais la faire. Mais non, ça n'a pas été non plus fabuleux le clipage de chaîne, mais très satisfaisant. Tu m'avais parlé d'une voie parallèle, enfin symétrique, qui part de l'autre côté de l'oasis. Ouais, il y a une autre voie qui est pas tout à fait aussi belle, pas aussi parfaite et tout ça, mais qui est super classe, qui est plus dure, qui va valoir 9A. Où l'an dernier, avec Nico, on a fait 4-5 séances dedans. Et j'ai trop envie de symétrique parce que il y a l'oasis, et donc il y a dessèchement qui part à gauche, et il y a l'autre qui part à droite, et elles finissent presque au même endroit. Elles traversent dans un sens et dans l'autre au-dessus de l'oasis. Et c'est encore un projet à libérer. J'espère, je l'ai sur ma liste. Équipé par Géraud aussi. Non, équipé par Olivier Aubin, un autre grimpeur local. Le vif du sujet, elle s'appelle. Ok. Et super voie. En gros, c'est un peu le même profil d'effort, sans gestion teigneuse. Mais le bloc dur, dans un cas, c'est un jeté pur basique ultime, et l'autre, c'est beaucoup plus technique, à sensas, plus à friction, plus avec plus à méthode et tout ça, plus ingrat, quoi. Plus dur et plus ingrat. Donc ouais, il y a une autre voie, à libérer, pas tout à fait aussi belle, mais voilà. T'en as beaucoup des projets comme ça que tu veux enchaîner, où tu te dis un jour faut que j'y retourne pour le faire. C'est vertigineux, la quantité qu'il y en a. C'est vertigineux. Et ça, chaque fois que tu vas quelque part, tu sais quelque chose. Non, c'est parce que je sais pas, je me l'ai. Alors déjà, ça m'attire beaucoup. Alors souvent, quand je sais qu'il y a un projet, je fais une montée. Tu vois, ça engage à rien. Enfin, si, justement, parce qu'après, tu te le mets dans la tête. Mais je me dis, en fait, je suis en quête un peu de la perle rare. Tu vois, le truc un peu oublié, tout ça. Donc, si je sais qu'il y a un projet quelque part, je fais une montée parce que même si la voie est pas très belle en apparence, et ben des fois, tu as un move incroyable dedans. Ou des trucs comme ça. Et donc à force de faire des montées dans les projets quand j'en croise, et ben j'en ai plein. Il y en a plein que j'ai envie de faire. Il y en a même où je suis jamais allé, mais on m'en a parlé, on m'a dit, je me dis, il faudra que j'y aille absolument. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et ceux qui sont faisables pour moi, je les enchaînerai et on les mettra dans les voies de légende. Et ceux qui sont trop durs, eh ben on les mettra quand même dans les voies de légende parce que c'est des projets. Et donc je vais quand même les teaser pour que des gens, en espérant que des gens plus forts y aillent. Ouais. Non, il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres dans les gorges du Tarn, il y en a d'autres. Je vais pas spoiler maintenant, mais il y en a d'autres. Il y en a un notamment, équipé par un autre local Matos. Un grand grimpeur qui doit faire 1m90, qui est d'origine hongroise, si je ne m'abuse, qui habite, il habite depuis des années vers là-bas. Et c'est vraiment un visionnaire. Et pourquoi j'ai eu envie de te parler de Matos là, c'est que le projet de sa vie, c'est dessèchement planétaire. Ok.
Et ça doit faire 15 ans qu'il travaille la voix. Lui aussi, ça l'a rendu fou. C'est une voix qui rend fou. Hein. Franchement, Dessèchement, c'est même Jérémy Tonneau qui l'a essayé. Un des gars qui avait failli faire la première ascension avant Sharma. Il a mis mais tellement de séances dedans. Enfin, c'est une voix qui rend fou. Et Matos, donc, ça doit être peut-être le recordman de séances dans la voix. Je sais pas, on est beaucoup à avoir mis beaucoup de séances, mais c'est peut-être Matos qui a le record. Et c'est devenu un psychopathe des condis, des condis dans la voix, du microclimat qu'il y a dans l'Oasis. Au début de chaque séance, il fait des tests de protocole d'échauffement, voir si c'est bien pour la voix. Au début de chaque séance, il monte, il installe un ventilo devant la réglette. Un ventilo géant qui fixe avec des cordes et tout pour qu'il y ait un ventilo qui souffle sur la réglette parce qu'elle est hyper accondie. Et c'est hyper important qu'elle colle. Et donc, je l'ai vu l'autre fois, je l'ai vu faire. Donc, il met son ventilo et tout, il tape un run et il tombe inlassablement au jeté. J'espère qu'il va la faire. J'espère qu'il va la faire. Vraiment, ce serait beau, quoi. Et ouais, si j'avais une conclusion à donner pour cette voix, c'est allez Matos. Allez Matos. Et on en reparlera de Matos parce que ses projets dans les gorges du Tarn, ça fait partie de mes priorités. Les voix qu'il a équipées. Il y a des chefs-d'œuvre. Et pour conclure, une fois n'est pas coutume, on va parler de la photo. Ah, Tu m'as dit qu'il y a une petite histoire autour de cette photo. La photo, ouais, la photo de Fred, de Fred Mortagne, alias French Fred. C'était une, ouais, en fait, Fred, je le connais parce que à côté de l'escalade, en fait, c'est mon tonton. Ok. Ouais. Et c'est un photographe qui est vraiment connu dans le skate. C'est un photographe qui a du succès, qui a une vraie reconnaissance, même au-delà du milieu du skate, hein, dans le milieu de la photo et tout ça. Et on s'était dit plusieurs fois, il faudrait qu'on fasse des photos ensemble, que tu testes la photo de grimpe et tout ça. Et on a à 2-3 reprises, on a fait des photos ensemble. Et notamment, on est allé à Dessèchement planétaire. J'aimerais faire d'autres shootings avec lui. J'ai des idées d'endroits qui pourraient lui plaire. Et donc à Dessèchement planétaire, en fait, je m'étais dit, comme le pied de falaise, il est pas plat, tu peux monter sur les côtés et prendre de la hauteur pour avoir des bonnes vues sur la voie et tout ça. Donc je me suis dit, même s'il est pas grimpeur, au moins il aura des super vues sans avoir besoin de monter à la corde. Mm. Et donc je m'étais dit que c'était une bonne voie pour aller faire un shooting photo. Et on y allait. Et il est arrivé. Et au lieu d'aller sur les hauteurs comme je pensais qu'il allait faire pour prendre de l'angle, il a enlevé ses grolles, il s'est mis en maillot de bain et il a commencé à les patauger dans l'oasis, dans la mare, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors que la voie, elle est dévers au-dessus et la mare, elle est tout au fond. Enfin, tu vois rien, quoi. Enfin, c'est ce que je croyais. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fabrique dans l'art? Après, tu dis, voilà, c'est un photographe chevronné, tu fais confiance, quoi. Et il était là, il me dit, ah, vas-y, tu peux refaire le jeté. Donc, je l'ai refait 1 ou 2 fois, machin. Et puis avec en pataugeant, il a sorti cette photo qui est quand même super classe et super originale. La photo de la vignette de la vidéo, quoi. Super classe et c'est super original. Mais même ça, c'était une expérience. Pourtant, j'avais vu des photographes travailler et tout, mais c'était marrant. C'était marrant comme façon de faire. Ouais, après, en y réfléchissant, c'est logique, mais c'était comme s'il avait été hypnotisé par le truc, quoi. Comme s'il avait commencé par vouloir aller patauger. Il voulait juste se baigner. Hein. En fait, c'est un photographe qui fonctionne énormément à l'instinct. Il veut pas trop avoir des plans. Il veut un peu sentir le truc et voir comment il le sent. Et voilà, il fonctionne beaucoup à l'instinct. Et c'est comme s'il avait été attiré par la mare, par l'oasis, avant toute chose, et que une fois dedans, il avait regardé
Tu vois, la photo, il l'a prise en composant avec les reflets de l'eau sur le mur. Il pensait au grimpeur, mais il y avait vraiment la composition aussi. Et... Ouais, c'était histoire sympa de cette photo. Trop bien. Bah, merci Lucien. Avec plaisir. C'était encore un super épisode. On espère, ce sera aux auditeurs du podcast de nous dire. Et bah, rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Voix de légende, dans 2 semaines. Ouais, il me tarde. Vivement le prochain. J'ai plein de voix à raconter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast avec un ou une invitée. Et à bientôt Lucien. Salut Tommy.